On vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle émission. Alors, c'est une première sur ce format, puisque, oui, vous le remarquez, on n'est pas tout à fait dans le cadre habituel. On voulait avoir avec nous Martin, qui s'est levé à une heure très matinale pour être présent parmi nous. Donc, un grand merci à Bonjour. lui. Et donc, du coup, Martin est à distance, puisque Martin nous parle depuis le Canada. Donc, de fait, cette émission se fait voilà, avec deux écrans interposés, ce qui n'est pas tout à fait notre habitude, mais au moins, ça va nous permettre de parler d'une nouveauté ludique qu'on avait vraiment envie de vous découvrir un peu en avant-première. Et puis d'interroger Martin sur vraiment tout le développement du jeu, ses mécaniques, et puis les coulisses finalement du monde un peu de l'édition, du métier de game developer. Donc voilà, c'est la raison de cette émission dans un format un peu particulier. Bonjour Dolmor l'Univore, bonjour à tous ceux qui se connectent. Et puis, ce que je vous propose pour commencer, c'est que Martin, tu puisses en dire un peu plus pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui es-tu? Bon, d'abord, bonjour. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Ben, peut-être plusieurs personnes vont connaître. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans l'industrie. En fait, j'ai commencé au début des années 2000 à travers Philosophia au début. Et là, avec justement ce projet-là, qui est Final Score, c'est le troisième projet qu'on débute et avec un nouveau jeu qui s'appelle Inc. Très Je bien. travaille comme développeur. J'ai porté plusieurs chapeaux. Pour finir la présentation, j'ai porté plusieurs chapeaux. Mais depuis déjà plusieurs années, là, je dirais, je suis plus concentré sur le travail de développeur. Parfait. Eh ben, merci, encore une fois, merci à toi d'être parmi nous. Avant peut-être d'aller un peu plus loin, est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que tout va bien côté son? On a pas mal mis du temps à essayer de faire en sorte que tout fonctionne. Donc, si quelqu'un pouvait juste nous confirmer, parfait. Merci beaucoup. Voilà, avant de trop s'avancer. Alors, simplement pour vous en dire un peu plus, merci Mzelda et merci Zigolex. Euh, pour vous en dire un peu plus sur comment va se passer l'émission, en fait, on l'a fait en deux parties. La première partie, l'objectif sera vraiment de vous présenter la nouveauté, donc le jeu Inc., de vous montrer vraiment des images du jeu, puisqu'on a en amont de cette émission filmé une petite partie qu'on va pas vous passer dans l'intégralité. Le but étant de plutôt vous montrer les mécaniques principales, qu'est-ce qui en fait vraiment un peu toute la saveur. On aura Martin avec nous pour du coup commenter la partie, donc ça va être assez intéressant parce que il va pouvoir nous donner des tips de comment bien placer tel ou tel pion, quelles sont quelque part des erreurs classiques de débutants ou ce genre de choses. Et puis, une fois avoir fait vraiment cette présentation du jeu et de cette nouveauté, on ira sur une deuxième partie où on parlera plus largement on va dire, des coulisses de la création de ce jeu. Donc, quelles ont été les différentes étapes du développement de ce jeu? Mhm. Ce jeu a notamment un parti pris graphique assez intéressant. Donc, comment tout ça a été réfléchi? Quelque part, la première étape, le jeu lorsqu'il est entre les mains de l'auteur, au moment où il va jusqu'à la commercialisation, quels sont les différents grands temps Mhm. forts, et comment Martin, avec son rôle de développeur, finalement intervient dans tout ça. Voilà, on s'est dit que c'était l'occasion de plus échanger sur toutes ces thématiques qui ne sont pas forcément intuitives quand on ne travaille pas dans le milieu, et parfois même quand on travaille dans le milieu, finalement les différents acteurs et cette chaîne-là, elle n'est pas toujours, selon les métiers bien sûr, connue sur le bout des doigts. Donc voilà, c'était l'occasion de vous présenter tout ça en espérant que ça vous intéressera tout autant que nous. Et puis enfin, on aura plus largement une réflexion avec Martin sur aujourd'hui, cette nouvelle maison d'édition Final Score. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait pour eux, par définition, un bon jeu de société? Enfin voilà, on ira sur ce genre d'échange ensemble. Pendant toute l'émission, on vous invite comme toujours à commenter. Bien sûr, on a comme toujours notre déroulé, mais ça nous intéresse d'avoir aussi vos avis, d'avoir vos réactions, d'avoir vos questions si vous en avez. Et puis,
là encore, une fois n'est pas coutume, on fera également des tirages au sort. Donc, c'est pas une grande surprise. Qu'est-ce qu'on vous propose de gagner? On vous propose de gagner avec un peu d'avance le jeu Ink. Il sortira officiellement en juin, le 9 juin si je ne me trompe pas. Et si vous remportez le tirage au sort, vous pourrez l'avoir un tout petit peu avant, puisque le temps qu'on les reçoive nous-mêmes et qu'on les envoie, vous devriez avoir une réception sur tout début juin, donc avant même la sortie officielle. C'est quand même plutôt sympa. Donc voilà, si ça vous convient, si Martin n'a rien ajouté d'autre par rapport à cette petite introduction, et ben on va pouvoir... C'est parfait pour moi. Nickel. Alors du coup, première partie, parlons de Ink. Ce que je te propose, Martin, c'est de nous pitcher rapidement le jeu. Ink, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, et a priori ils sont plutôt nombreux puisque le jeu n'est pas encore sorti, qu'est-ce que c'est? Donc, Ink, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Durée, je dirais, entre 30 et 45 minutes. C'est un jeu de tuiles, de pose de tuiles. Mais en fait, c'est pas un jeu de pose de tuiles classique. C'est un jeu de pose de tuiles à combo. Donc, dépendamment de ce que vous allez faire dans votre tour, vous pouvez rejouer encore. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que les combinaisons sont vraiment très, très variées. Ce qui fait aussi la particularité du jeu, c'est que chaque joueur a un stock de 25 bouteilles. Une première bouteille qui va permettre de faire une sélection de tuiles, mais toutes les autres 24 bouteilles sont à placer sur votre plateau individuel. Donc, c'est un jeu de pose de tuiles que vous allez construire votre propre plateau. Et en fait, il n'y a pas de... Autant notre maison d'édition s'appelle Final Score, notre premier jeu, il n'y a pas de Final Scoring. Donc, c'était pas un plan de début, c'est que vraiment, la maison d'édition allait s'appeler comme ça. Et le premier jeu, en fait, c'est pas le premier jeu qu'on a trouvé, c'est le deuxième jeu qu'on a trouvé. On a décidé de sortir ce jeu-là en premier et n'a pas de Final Scoring. Donc, ça, on trouvait ça très drôle. Donc ça, c'est une des particularités du jeu. La deuxième, hein, c'est que toutes les actions, puis on va le voir tout à l'heure, en plus en détail, hein, toutes les actions bonus du jeu sont gérées par un petit plateau. En tout, il y a 12 actions bonus, mais seulement 4 qui sont utilisées par partie. Et ça va faire comme toute la saveur du jeu parce que dépendamment de, OK, c'est quoi la sélection de ces 4 actions bonus-là, ça change le gameplay en fait des joueurs. Il faut repenser sa façon de jouer pour ce qui fait que chaque partie va être différente. Tout à fait. Alors simplement peut-être pour donner du contexte à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu le jeu entre leurs mains, effectivement, une des parties de la mécanique repose sur le fait de poser donc des petites fioles d'encre, c'est bien ça, bouteille ou fiole, Mamides, tu as eu le bon œil, c'est bien ça que ça illustre, et donc de marquer finalement un certain nombre de points avec cette mécanique de pose des bouteilles, et quand tu parlais d'action bonus, c'est donc bel et bien ce qui va nous permettre de comboter avec différentes actions qui vont s'inscrire au fur et à mesure de la partie. On va aller chercher en fait à remplir ces actions qui sont un peu comme des objectifs, mais des objectifs qui se répètent. Oui, en fait, juste pour compléter ce que tu disais, c'est que un des objectifs du jeu est de justement créer des zones de couleurs suffisamment grandes pour vous allez voir sur les images, il y a des numéros qui sont en fait des objectifs et ces objectifs-là vont devoir le nombre de carrés de couleurs adjacents va devoir être suffisamment grand pour réaliser ou aller compléter cet objectif-là qui va permettre de placer des bouteilles. On va placer des bouteilles sur l'objectif qu'on réalise, donc on complète, et sur les petits cercles blancs qu'on voit dans la zone. Yes. Et du coup, tu viens de mentionner plusieurs choses. Tu viens de mentionner le fait que c'est un jeu de tuiles, mais aussi beaucoup un jeu de combo. Tu viens de mentionner ces différentes missions.
qu'est-ce qui fait comment, quelque part, ce jeu se distingue aussi? Qu'est-ce qui en fait son originalité? Alors, il y a déjà deux grands éléments de réponse, Oui, là. mais oui, en fait, puis il y a même un truc que je n'ai pas mentionné parce que puis ça fait partie de l'originalité du jeu, c'est lorsqu'on, par exemple, sur le placement des bouteilles. Donc, je reviens sur le principe de jeu. On réussit à faire une zone qui est assez grande pour compléter un objectif. Bon, par exemple, un objectif 6, on va dire, et j'ai au moins 6 carrés adjacents de couleurs pour compléter cet objectif-là. Donc, on va aller placer une bouteille sur l'objectif en question et après ça, on va aller placer des bouteilles. La bouteille sur l'objectif, on va tout le temps la placer renversée pour indiquer que cette bouteille-là ne bougera plus du reste de la partie. Donc, elle va rester là pour le reste de la partie dans cette position. Tout le reste des bouteilles vont être placées capuchon sur le dessus, sur les cercles blancs de cette zone-là. La particularité, c'est que ces bouteilles-là, on veut les placer. Donc, on veut aller les placer dans les zones. Mais après ça, ils vont comme venir séparer cette zone-là en petites zones et les actions bonus vont nous permettre de peut-être déplacer pour réouvrir cette zone-là et replacer des bouteilles à nouveau. Donc, il y a un va-et-vient de bouteilles, vous allez le voir dans les images, il y a un va-et-vient de bouteilles comme ça qui sont placées, enlevées et remplacées par de nouvelles bouteilles. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on réussit à justement faire des tours, des combos et placer de plus en plus de bouteilles. Alors, ce que je propose du coup, comme ça peut paraître malgré tout un peu abstrait quand on n'a pas encore eu le jeu entre ses mains, c'est justement de pouvoir vous montrer un peu comment se passe une partie. Alors, Alexia, je ne sais pas si tu es prête à nous partager la partie. Oui, si Martin, du coup... Alors là, la partie qu'on va vous présenter, on l'a jouée à 4. Et donc, si sur cette base, tu peux nous redonner les grandes lignes et puis nous expliquer un peu ce qui se passe, ça peut être intéressant pour tout le monde. Oui, en fait, ce qu'on voit ici, c'est vraiment, on est en début de partie. Et là, les joueurs vont mettre leur première tuile. Ils ont chacun une tuile de départ au début. Et la sélection des premières tuiles, normalement, on réalisera pas d'objectifs. Si on réussit à compléter des objectifs, c'est des objectifs numéro 3, par exemple. Très mineur, oui. Et j'avais remarqué quelque chose que j'avais mentionné justement quand j'avais vu les images, c'est que de pas oublier que les tuiles sont réversibles. Donc, oui. Chacune des tuiles est réversible et on a l'inverse des couleurs de l'autre côté. Et ce que j'ai remarqué sur la joueuse qui est à gauche en haut, c'est que la tuile aurait pu même être optimisée en étant mis pour maximiser l'espace, la zone jaune, pour en faire une zone qui est plus grande. Alors, c'est quelque chose effectivement de très intéressant ce que tu dis, parce que c'est aussi le sens de l'échange qu'on avait quand nous, on t'a envoyé cette partie pour que tu puisses en prendre connaissance en amont. C'est que c'est vrai que finalement, plus on s'approprie le jeu, plus on voit qu'il y a une vraie profondeur de jeu qui est très intéressante. Le jeu est très accessible, on peut le découvrir et oui. Dès le début, dès la première partie, on a la sensation quand même d'avoir compris, je trouve, oui. Les mécaniques essentielles, et ça donne des idées de ce qu'on aurait pu faire différemment, ce qui est toujours très satisfaisant, je trouve, dans un jeu comme celui-là. Mais on voit aussi que même quand on commence à avoir fait 1, 2, 3, 4 parties, il reste des réflexes qu'on peut facilement pas encore avoir suffisamment, et typiquement c'est pourtant quelque chose de simple, mais il y a plusieurs actions. Penser à retourner la tuile, ça en fait partie. Oui, en fait, c'est ça. Moi, j'ai remarqué. C'est sûr que de l'étape recevoir le prototype au développement, on va enchaîner des parties, des centaines de parties. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que la courbe d'apprentissage du jeu, elle est énorme sur un jeu simple, comme tu as dit, à justement raffiner ses réflexes, voir des solutions, parce que c'est carrément ce type de jeu-là où est-ce que, selon ce qu'on voit au centre, la roue, avec les 6 tuiles qui sont là, il faut imaginer ça comme un marché.
Et donc, on va aller faire une sélection de tuiles, essayer de prendre la meilleure pour ce qu'on a devant nous, ce qu'on est en train de développer. Mais des fois, la solution la meilleure, ça peut être une différente un peu qu'on a envisagée, puis dire, OK, je vais jouer ça pour ce tour-ci, puis après ça, je vais préparer mon prochain en espérant que la tuile que je veux va se présenter. Donc, c'est vraiment, faut tout le temps que la stratégie soit un peu adaptable en cours de partie pour aller profiter d'opportunités. Tout à fait. Je vois qu'on nous demande effectivement, est-ce que les règles sont simples et rapides à intégrer? Il me semble que oui. Oui, oui. En fait, les premières parties, comme tu disais, Marie, sont c'est très facile d'accès. Très facile d'accès. On peut jouer de façon très conviviale au début et tout ça. Puis après ça, ça devient, je dirais, un peu plus compétitif. Avec mon collègue, on a enchaîné des parties, puis vraiment, en fait, sur le type de jeu, ce qu'on remarque, c'est que on peut être plus fort dans certains types et moins dans d'autres, mais vraiment, moi, quand je joue avec des nouveaux joueurs, si votre première partie, vous l'aviez joué contre moi, clairement, j'avais plus de chances de gagner. Puis, en fait, la pioche de tuiles autour du marché, tu te dis, ah oui, OK, oui, il y a du hasard. Dans la plupart des jeux, il y a toujours du hasard. On contrôle pas les tuiles qui vont arriver et tout ça, mais la gestion du hasard pour un joueur qui est expérimenté sur ce jeu-là va faire toute la différence. Parce que mon plateau, je vais le garder assez ouvert pour quasiment presque parer à toutes les éventualités. Tout à fait. Bah, tu évoquais tout à l'heure le marché du coup central où on peut prendre les tuiles. C'est vrai qu'il y a cette mécanique de malus si on fait un tour, à chaque fois qu'on fait un tour complet, et qui fait que ça peut carrément handicaper on va dire le beau plateau qu'on avait créé jusque-là. Alors peut-être je te laisse un peu en dire un peu plus sur cette règle parce qu'elle est pour le coup déterminante et je trouve qu'elle fait partie des enjeux qui font que dans la partie justement il y a à prendre. Enfin moi je me suis beaucoup posé la question sur chacune de mes parties de quel est le bon rythme pour gérer cette règle-là. Oui, cette mécanique-là, ça nous a plu vraiment du début. En fait, en la retravaillant et tout ça, c'est vraiment une mécanique qui était de marché. Au lieu d'associer un coût, par exemple, à une tuile. OK, je paye 1, je paye 2, 3, 4, 5, 6. En fait, le coût, il n'y a pas de coût. On peut aller où est-ce qu'on veut sur ce marché-là. Donc, faut le voir comme 6 positions. On voit qu'il y a les pointes de plumes qui représentent les 6 positions avec des tuiles qui sont devant. Et donc, on voit un X aussi qui est placé un peu au centre. Et à chaque fois qu'on va s'en aller dans une position qui nous oblige à croiser ce X-là, on va faire une pause. On va arrêter sur le X et on voit il y a un petit sac bleu. Je crois qu'on le voit à l'écran maintenant. Un petit sac bleu dans lequel on va piocher une tuile X. Et celle-là va nous dire où on va aller mettre. En fait, c'est une tuile qui va couvrir 2 carrés de couleur. Et la couleur indiquée dessus va nous dire où aller placer. Donc, si par exemple c'est un X jaune, on doit aller recouvrir un carré jaune de notre plateau. Le truc, c'est que plus on va croiser cette case-là souvent, plus on va couvrir des doubles carrés comme ça de couleurs sur notre plateau, et ça va réduire notre plateau de jeu. Donc, un des aspects du jeu, c'est, comme tu disais tantôt, j'aime beaucoup l'utilisation du rythme, parce que c'est vraiment ça, c'est que faut vraiment, lorsque c'est pas déterminant, dire, OK, je ralentis le rythme et je vais préparer mon bon coup que je vais faire plus tard. Et lorsqu'on a une super option, d'ailleurs, je l'avais mentionné sur une des actions, où est-ce que, ça c'est le moment où est-ce que moi je serais allé plus vite et je pense que c'était même d'une position à la même position. Donc, je pense que le pion, il était en position, par exemple, la pointe, la 5 sur le plateau.
Donc, croiser et revenir faire un tour complet sur soi-même et revenir à la même position pour reprendre la tuile qui était placée là. Parce que c'était une tuile qui était tellement bonne compte tenu du positionnement et tout ça, et qui permettait aussi en fin de partie de peut-être placer ses dernières bouteilles. Mais ouais, c'est vrai que c'est particulièrement comment dire, présent parce que ça se pose à chaque tour en fait. Ce dilemme-là, il est à chaque tour de est-ce que je vais chercher la tuile qui m'intéresse le plus et qui va me permettre de développer mon champ de couleurs ou ma zone. Mais si elle est un peu loin, est-ce que j'affronte le malus pour ça tout de suite ou est-ce que j'en prends une qui est un poil moins intéressante mais qui me permet quand même de me développer et de retarder le moment où je vais être obligé de condamner une zone dont je ne sais pas encore, comme c'est secret, quelle elle sera. Donc c'est vraiment... Tout à fait. C'est vraiment une mécanique effectivement intéressante et tu disais tout à l'heure que c'était une autre manière assez innovante de ne pas reprendre une mécanique qu'on connaît pour le coup déjà pas mal dans d'autres jeux, qui est effectivement celle de payer le coût de la tuile. Oui. Donc ça revient à un coût, mais c'est un coût en espace sur ton plateau. Donc ton plateau qui diminue en espace. Certains espaces de couleurs, par exemple, malchance, t'es en train de te fabriquer une espèce de gros espace rouge, puis là, tu viens couper cet espace-là. Donc, ouais, exactement. Et les images aussi me font rappeler qu'il y a un autre aspect qu'on n'a pas abordé, c'est la carte palette. Et ça, c'est un autre aspect qui est intéressant parce que on voit sur les images, il y a des bouteilles qui sont placées sur une palette de couleurs à 2 couleurs. Oui, tout à fait. Et ça, c'est chacun des joueurs a une palette de couleurs à obligation de placer ses bouteilles sur, par exemple, on voit ici bleu pâle ou dans des zones bleu pâle ou bleu foncé. Ouais. Tout ce qui est à l'extérieur de cette carte-là peut être placé sur n'importe quelle couleur. Donc, c'est des bouteilles, on les a appelées bouteilles Joker. Et ça, franchement, ça fait vraiment une différence parce que, surtout si en fin de partie, on a une accumulation de bouteilles sur sa palette, ça devient vraiment plus difficile de les placer parce qu'on pourrait avoir des opportunités sur d'autres couleurs, mais on peut pas en profiter parce que faut se concentrer. C'est ce qui m'est arrivé. Je pense que ça t'est arrivé à la fin de la partie, ouais. Non, mais c'est vrai que ça rajoute effectivement une autre contrainte et voilà, un autre choix à avoir en tête de à quel rythme je progresse. Est-ce que je continue dans mes zones qui ne font pas partie de cette carte-là, mais qui me permettent de me développer et d'avoir des objectifs intéressants? Ou est-ce que j'assure le coût de la contrainte que j'ai de poser un certain nombre de fioles dans ces couleurs-là, quitte à ce que ce soit moins rapide tout de suite? Et ça fait que pour toi, certaines tuiles peuvent être plus intéressantes que d'autres compte tenu de tes 2 couleurs sur ta palette. Je vois que Dolmore le Ludivore nous pose la question du mode solo. Il nous dit, est-ce qu'il n'y a qu'un seul mode de jeu, solo, équipe, coopératif? Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, il y a un mode solo. Il n'y a pas de mode coopératif du jeu. Et le mode solo, en fait, il y a 5 niveaux de difficulté. Puis, les niveaux de difficulté sont vraiment de un à l'autre. On voit une vraie différence. Le truc qui est vraiment intéressant avec le mode solo, c'est qu'on a l'impression de jouer une vraie partie avec un robot qui est intelligent, en fait, et qui vient vraiment nuire à ce qu'on va essayer de faire avec nos zones de couleurs et tout ça. Et qui va venir jouer sur notre plateau en bloquant des espaces de jeu, en bloquant des objectifs et en bloquant des cercles blancs aussi, en allant poser. En fait, le robot va pas poser directement sur votre plateau, mais il va aller poser des bouteilles sur les bouteilles qui sont autour du marché, qui va rendre ces tuiles-là moins intéressantes. Et à travailler justement sur ce mode solo-là, parce qu'il y a eu plusieurs versions à ce mode solo-là, et lorsqu'on est arrivé à cette version-là, c'était wow. Et moi qui avais déjà je sais pas moi, 80 parties de jouer à ce moment-là,
Sérieusement, j'en faisais des heures extra à la maison juste pour le plaisir à jouer parce que je trouvais le mode solo vraiment satisfaisant à jouer. Ouais, c'est une belle façon. Moi, je le recommanderais même parce que souvent, si le mode solo il est trop différent du jeu normal, hein, et là, on veut jouer une partie à 4 joueurs, c'est mieux d'apprendre, et souvent, c'est mieux d'apprendre le jeu à 4 joueurs et pour jouer une vraie partie. Mais je dirais là, le mode solo, on peut s'en servir pour apprendre une partie, en fait. Puis après ça, commencer à jouer avec des amis. Et puis, tu parles de... Alors, c'est pas un mode à part entière, mais là, c'est vrai que nous, dans la partie, on était 4, et tu mentionnais le fait d'être 4. Moi, pour l'avoir aussi beaucoup testé à 2, il est aussi très intéressant, oui, aussi en duel oui. ou dans d'autres configurations. Oui, à deux, il est excellent, là. Et même, ouais, c'est ça, c'est vraiment, je trouve, il y a pas vraiment de mode où est-ce que on sait, OK, ce jeu-là, il est meilleur chacun est différent. Je dirais, ouais. Alors, pour l'avoir beaucoup joué à 2, ouais. Juste un instant, Martin, j'en profite pour accueillir plein de gens qui nous viennent de chez Philibert Jeux. Merci beaucoup, Philibert, puisque Philibert a lancé un raid chez nous. Donc, merci à tous. Et donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on interroge donc Martin Bouchard qui est avec nous, Martin du studio Funnel Score Game, pour nous présenter le jeu Ink. La nouveauté du coup de leur studio qui n'est pas encore sortie. On se parle d'une sortie au 9 juin. Et là, donc voilà, on a regardé ensemble un peu le jeu, on a pu aborder différentes mécaniques, on a pu regarder des extraits d'une partie filmée pour pouvoir aller comprendre un peu comment tout ça jouait. Et puis, on était encore dans cette partie avant de passer à un deuxième chapitre de cette émission qui sera sur les coulisses de l'édition de jeu à travers l'exemple de Ink, mais plus largement comment ça se passe en fait, tout le déroulé de la réception en fait d'un jeu à son développement. Est-ce que justement du coup sur la partie, parce qu'on a parlé de différentes choses et du coup elle est intégralement passée, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais nous partager, sur lesquelles tu voulais revenir, des mécaniques intéressantes que tu voulais mettre en avant, ou des moments de partie peut-être sur lesquels on est passé un peu trop vite? En fait, je crois qu'il y avait une des questions, c'était, on se demandait un peu dans la stratégie, qu'est-ce qui était des espèces de trucs au niveau de la stratégie et tout ça. Je dirais, pour juste revenir là-dessus, vraiment, les 4 actions bonus, oui. Comme je disais tout à l'heure, ces 4 actions bonus-là c'est vraiment très différent d'une partie à l'autre. Pour juste en mentionner quelques-unes, celles de base vont vous permettre de déplacer des bouteilles, enlever des bouteilles de votre plateau de jeu. Celles-là sont très importantes parce que elles vont permettre de réutiliser des zones du plateau. Il faut voir les zones comme je la construis, elle va devenir bloquée par des bouteilles que je vais placer, mais il faut voir les actions bonus comme des solutions, en fait. Et aussi dans le timing qu'on parlait tout à l'heure, donc moi, par exemple, je sais qu'une zone est bloquée, je vais avoir besoin d'aller placer des bouteilles dans cette zone-là plus tard. Je vais prendre, l'action qui me permet de déplacer des bouteilles, par exemple, est en action 5. Je vais essayer de me créer des zones où est-ce que, je vais avoir des objectifs 5 pour aller me permettre de déplacer des bouteilles, puis aller déplacer ces bouteilles-là pour réutiliser la zone. Donc, on le voit sur les images que, ces zones-là sont... il y a un numéro, c'est l'objectif. Il y a des points blancs, c'est les espaces où est-ce qu'on va mettre les bouteilles. Mais surtout dans des parties où est-ce que ces mouvements-là de bouteilles sont disponibles, on va les utiliser de cette façon-là. Il y a d'autres actions, par exemple, actions bonus, qui sont piocher une tuile, par exemple. Ça peut être super pratique parce que cette tuile-là, piocher, en fait, c'est une tuile gratuite
qui va peut-être nous permettre d'aller compléter une autre zone qui manque un carré de couleur, etc. Donc, des fois, dans les tours, on va jouer une première action, une deuxième, une troisième, parce qu'on est allé rajouter des tuiles comme ça où on a déplacé des bouteilles. En fait, n'importe quoi, la règle, c'est lorsqu'une zone, on a agrandi une zone lors d'un tour, si un objectif est présent dans cette zone-là et qui correspond à la taille de la zone, donc tantôt on disait c'est le nombre de carrés adjacents. Donc, on peut réaliser cet objectif-là. On peut le compléter, cet objectif-là. Si on décide de passer et de ne pas le faire ce tour-ci, ça veut dire que pour un tour suivant, on sera obligé d'agrandir encore à nouveau cette zone-là pour compléter cet objectif-là. Donc, c'est ça. D'autres, par exemple, juste pour citer d'autres actions bonus, il y en a une, c'est rajouter un carré de couleur. Donc, on va aller dans un stock de carrés de couleur et on va le placer où est-ce qu'on veut sur son plateau de jeu. Donc, ça peut permettre de débloquer des zones. Il y en a une, c'est de bouger une tuile en périphérie de notre plateau. Ils sont vraiment très, très différents les uns des autres. Et dans certaines parties, faut vraiment regarder d'avance ces 4 actions bonus-là pour un peu planifier d'avance qu'est-ce que vont être les coups, par exemple, qu'on va privilégier dans la partie. C'est important ce que tu dis parce que ça fait que le jeu ne se ressemble quelque part jamais, enfin sauf si on décide de jouer tout le temps la même configuration, mais dans tous les cas, même dans cette part-là, comme il y a quand même une part de hasard, la partie sera pas la même, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas pioché par exemple la même carte avec les 2 couleurs. Et puis les objectifs sont différents. Et une autre chose qui est assez caractéristique, moi, ce qui me vient et qu'on avait échangé lorsqu'on a préparé l'émission, c'est le fait que comme il y a ces fameuses cartes objectifs et comme c'est véritablement un jeu de combo, eh bien au début de la partie, il peut y avoir assez vite finalement, et d'ailleurs c'est un peu ce qui s'est passé là sur notre partie filmée, il peut y avoir des joueurs qui semblent aller très vite, dont on s'inquiète en se disant « Oh là là, ils prennent vite le terrain, ils posent vite des bouteilles d'huile, moi j'en suis qu'au début, comment ça va se faire ?» Et en fait, rien n'est joué jusqu'à très tard, parce que comme on construit petit à petit et sa zone, et la manière dont les objectifs vont pouvoir s'enchaîner, eh bien, parfois la fin de partie arrive très vite d'un joueur qu'on n'avait pas du tout vu venir, parce qu'en fait il a su créer son terrain, enfin son terrain, je ne pense pas que ce soit le bon terme, pardon, mais sa zone de jeu, et qu'en déclenchant du coup ensuite les bonnes cartes objectifs, eh bien, ça s'enchaîne en combo très rapide. Oui, il faut le voir comme, en fait, ça permet du rattrapage de cette façon-là. Si le plateau il a été bien construit, en fait, c'est toujours ça. Là. Si le plateau est trop bloqué ou on n'a pas d'objectif libre ou donc ça permet de justement penser d'avance. OK, plus tard dans la partie, je vais réutiliser cette zone-là. J'ai encore un objectif, par exemple, numéro 7 qui est placé de façon à être accessible et pas bloqué, parce qu'il y a aussi ça dans le jeu, si il est bloqué par plein de bouteilles, les chances qu'on soit capable d'aller le réutiliser. Donc, il faut tout le temps voir son plateau comme presque modulaire, dans le sens il va bouger, puis on va être capable d'aller le débloquer pour aller éventuellement placer ses dernières bouteilles et tout ça. Alors, j'avais, juste à titre d'exemple, joué une partie pour présenter le jeu récemment à quelqu'un qui allait être engagé pour le studio. Puis en fait, je faisais l'entrevue en même temps qu'on jouait, donc je suis pas trop concentré. Puis, vraiment, en fin de partie, je m'aperçois, OK, là, je suis en train de perdre. Là. Et je suis allé me reconcentrer pour, OK, je peux pas perdre contre quelqu'un qui a jamais joué. Surtout en entrevue comme ça. Puis, j'ai fait 2-3 trucs. Puis là, finalement, j'ai réussi à gagner la partie à différence de 2 bouteilles. Mais ça montre un bon exemple que, justement, il y a possibilité de rattrapage en fin de partie. Et, ouais.
Ça a l'air sympa les entretiens chez Final Score. C'est une bonne manière Oui, oui, de tester des candidats. Moi, j'aime beaucoup. oui. Alors, peut-être simplement du coup pour terminer sur la partie du coup qu'on a pu présenter, un grand merci à Laura, Manon et Claire du coup qui ont participé à la partie. Manon qui a donc été notre gagnante. Pour ceux qui l'avaient repéré, c'était la personne à ma droite. Donc c'est elle qui remporte la partie à la fin. Donc, celle en bas, je crois, de l'écran, est-ce que c'est ça? Pour moi, c'est Manon qui gagne. C'est celle qui est OK. juste assise à côté de moi. OK. Et à vrai dire, elle a déjà un petit palmarès puisque ça fait plusieurs fois qu'elle gagne chez Asmodee. Donc, c'était une victoire qu'on avait craint, justement. Du coup, sauf si tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur cette partie, ou c'est bon pour toi? Non, je crois on a tout couvert. Si jamais il y a des questions, Oui, n'hésitez pas sur la mécanique en tant que telle. Sinon, on va pouvoir aller sur les secrets de fabrication. Eh bien, allons-y. Alors, ce que j'aimerais te proposer, Martin, c'est que finalement, le monde du jeu contient plusieurs métiers. Et parfois, les différences entre les différents métiers, les différences entre les différentes expertises sont finalement assez peu connues du grand public. Et j'aurais bien aimé qu'on aborde ensemble quelle est la différence entre le travail d'un auteur et d'un game développeur déjà. Qu'est-ce que fait l'un, qu'est-ce que fait l'autre, que fait l'éditeur, qu'a fait Final Score dans le cadre de ce projet précis, mhm, comment se distingue tout mhm, ça? mhm. En fait, l'auteur, son travail, c'est d'arriver avec des idées de jeu originales et de produire du matériel. Et je te dirais, le travail de l'éditeur, c'est de chercher ces perles-là parmi les auteurs et de recevoir justement les prototypes, puis après ça, de s'engager sur un projet, puis de le mener à terme. Puis le travail du développeur, c'est d'accompagner l'auteur dans ce projet-là. Donc, souvent, moi, ce que je vais me servir, c'est de dire que le projet, lorsqu'il arrive ici, et c'est toujours à travers les yeux de l'éditeur et du développeur. Donc, on peut évaluer le projet, on va dire, à 50%, 60%, 70% de son travail, mais il y a toujours une part importante du travail qui reste à faire. Et c'est toujours dans le sens que nous, on veut le mener aussi. Je dirais, la partie la plus importante, c'est lorsque, par exemple, nous, l'éditeur, on trouve un projet intéressant, ben c'est de bien s'engager avec l'auteur pour bien dire où est-ce qu'on veut le mener. Et bon, c'est sûr que la vision peut changer un petit peu en cours de route parce qu'il y a rien qui est déterminé au début et il n'y a pas un chemin tracé où est-ce qu'on sait très exactement où est-ce qu'on s'en va. Mais par contre, on a une idée de où est-ce qu'on veut l'amener et du potentiel. Puis après ça, il faut justement à travers le développement voir si on est capable de développer à son plein potentiel puis amener le jeu exactement où est-ce qu'on veut. D'accord. Et donc, du coup, plus concrètement dans le cadre de Inc. Dans le cas de Inc., c'est ça. Donc, dans le cas de Inc., c'est venu, donc, l'auteur de jeu est Casper Lapp. Ça vient, par exemple, ce jeu-là s'appelait Population. Ça, c'est le prototype qui m'a été à la base. Pas Inc. du tout. Donc, ce que c'était des populations, je dirais abstraites d'animaux parce que c'était représenté par des cubes à l'époque avec des zones, différents terrains, si tu veux, zones désertiques, de la savane, etc. Où est-ce qu'on allait agrandir les zones un peu comme dans le jeu avec des objectifs qui étaient fixes, donc qui étaient représentés sur les tuiles elles-mêmes. Donc, chaque numéro avait son propre objectif. Et ça m'est présenté avec 5 ou 6 autres
prototype. Et après, nous, ce qu'on part, on va faire un peu l'évaluation de chacun, faire une présélection. Après ça, j'en sélectionne peut-être 2, 3 du lot. Excuse-moi, quand tu dis 5 ou 6 autres prototypes, pas du même jeu. Oui. Vous avez reçu 5 Non, ou 6 autres en pas même du temps, même jeu. dans la même période. En même temps. En même temps, et en fait, bien souvent, c'est que je vais les regarder plutôt, cela c'est tel aspect que je veux vérifier, tel autre c'est pour tel aspect et tel autre c'est pour tel aspect, ne sachant pas ce que ça va donner exactement dans les playtests. Souvent, je vais les mettre en ordre d'importance et dire, on va commencer par celui-là parce qu'il est plus prometteur et celui-là... je sais pas. Je pense que population, en fait, c'était pas le premier de la liste que j'avais sélectionné. Et c'est devenu le premier parce que on l'a reçu en print and play, c'était plus facile. J'ai fait OK, on n'imprimera pas toutes les tuiles, on va en imprimer une partie, on va essayer rapidement. Puis rapidement, j'ai fait le truc de numéro associé avec la zone, c'est super intéressant. Mais c'est un peu enseveli à travers. Il y avait, en fait, ce que je trouvais, c'est qu'il y avait un petit peu trop de matériel sur le jeu. On mettait 50 cubes, si tu veux, sur cette première version-là. Et ce qui rendait le jeu très difficile au niveau de la lecture. Et juste pour nous aider, en fait, c'était même pas, je suis même pas, OK, j'ai une solution pour régler ce problème-là. C'était genre, si on réduisait le nombre de cubes et qu'on dessinait sur les tuiles des espaces qui sont des espaces pour mettre les cubes, des espaces qui sont des espaces juste pour agrandir la zone. En fait, typiquement, sur une zone de couleur, tu as l'objectif, tu as le cercle blanc qui représente une zone de plus pour aller mettre un espace de plus pour aller mettre une bouteille. Là, je reviens à Ink. Et l'espace qui est vacant, qui est juste pour agrandir la zone, mais en fait, on met pas de bouteille dessus. Et dès qu'on a créé ce troisième espace-là en mettant les cercles blancs, ça a ouvert les possibilités dans le jeu, mais incroyable. J'ai communiqué, je pense, sur la même journée, deux tests. Le premier test, la version originale, le deuxième test, cette version-là. Et ça s'est terminé avec un échange avec l'auteur direct. OK, on poursuit la discussion, mais essaie de ton côté cette version-là. Et dans la première semaine, vraiment, on a travaillé sur cette mécanique-là qui a été, si tu veux, le point de bascule sur OK, mon intérêt ou notre intérêt ici en termes de studio qui était OK, peut-être ce jeu-là, un autre jeu de tuiles, on verra, vraiment, ce jeu-là, c'est le jeu qu'on travaille. Et pendant quelques semaines, on a travaillé que de façon comme ça, très directe avec l'auteur, en vérifiant avec lui que, OK, c'est vraiment, on s'entend sur ces changements-là qui étaient des changements quand même assez majeurs, mais qui allaient permettre d'amener le jeu dans une direction que nous, on voulait et que l'auteur trouvait très satisfaisante aussi de son côté. Je vois qu'on a des questions dans le chat. Juste avant, parce que c'est directement en lien avec ce que tu étais en train de dire, c'est intéressant. Ça veut dire, si j'ai bien suivi, que dès en fait le début, quand vous commencez les phases de test, vous testez le jeu dans sa version de base, mais tout de suite, déjà dans cette phase-là, vous essayez aussi de quelque part déjà de faire évoluer un peu le jeu sur... Quand vous voyez un potentiel sur une ligne, quelque part, dès la phase de test, vous pouvez aussi essayer directement d'incorporer ces changements. Oui, et c'est sûr qu'à cette étape-là, en fait, ça serait prétentieux de dire OK, on connaît ce qu'on fait, puis parce que l'expert du jeu, ça demeure l'auteur, en fait. Et on va toujours revérifier, voir est-ce qu'il y a de notre côté une incompréhension de la règle ou quelque chose qui fait en sorte que je pense que le jeu a plus de potentiel si on l'enligne de cette façon-là. Mais lorsqu'on vérifie tout ça, après ça, c'est pour ça qu'il faut que la discussion avec l'auteur elle soit très ouverte sur on a trouvé ce truc-là qui est vraiment super satisfaisant pour nous. Est-ce que c'est vraiment, on l'a joué de la bonne façon? Après ça, on fait oui. Dans un jeu simple comme ça, c'est vraiment facile parce que on peut vraiment rapidement vérifier que oui, on a joué de la bonne façon.
Et après ça, moi, ma façon de travailler, c'est de garder des trucs ouverts parce que c'est par convention. Je veux dire, une règle de jeu, c'est on a décidé que ça allait être comme ça. Et tout ça se tient, OK, parfait. Mais si on vient briser une convention de ces règles-là, ça change quelque Bien chose. sûr. OK, ça peut amener le jeu dans une direction. Après ça, on va dire, ouais, OK, c'était meilleur avant. Mais ça peut aussi ouvrir plein de possibilités qui vont faire que, OK, la version finale ou la version, on va l'appeler la version point 2, par exemple, est meilleure que celle d'avant. Et après ça, on part de ce nouveau... cette nouvelle version-là pour dire, OK, ça devient notre version de base. Et ça, lorsqu'on a fait ce changement-là, c'est devenu notre premier changement, même avant la signature, en fait, du jeu. Ça. Il y avait déjà ce point déterminant. Je reviens du coup sur les deux questions qui nous ont été posées. Alors, la première, est-ce que l'auteur est impliqué dans le thème final ou il propose son idée en sachant qu'elle peut évoluer? Propose son idée dans le sens que, elle peut évoluer. Puis, je dirais, dépendant de la mécanique, il y a des mécaniques qui sont plus liées au thème. Et ça dépend aussi des auteurs. Il y a des auteurs qui vont faire travailler qui font plus un travail de mécanique et qui vont mettre un thème dessus. Puis après ça, qui vont laisser comme pleine liberté à l'éditeur. Donc, je dirais le choix du thème, au final, ça devient toujours... c'est toujours plus un travail d'éditeur parce que, c'est une question de timing là-dedans, une question de qu'est-ce que le marché, une question de positionnement aussi. Parce que, si on reprend juste le thème population, c'est pas nécessairement que le thème... on ne jugera pas des thèmes en disant un thème est mauvais, un thème est bon et tout ça. Mais juste en termes de positionnement, c'est que si on y va avec une vue aérienne d'un espace géographique avec différentes zones, comme ça a été vu, mais plein de fois dans le jeu, donc c'est plus difficile de dire, OK, ce jeu-là, il y a une singularité, il est différent des autres jeux. Juste en termes de couleurs, ça amène une palette de couleurs qui est forcément, il y a du vert, il va y avoir probablement du jaune, des zones bleues. Donc, ça amène une couleur au jeu. D'accord. Et on nous demande également combien de temps entre la signature et la sortie physique? Ça, c'est une bonne question parce que c'est tellement variable d'un jeu à l'autre. Ce jeu-là, on l'a découvert en mai l'année dernière. Donc, entre sa sortie et ce qui est très rapide. Le développement, c'est une année. Puis je dirais la plus grande partie du développement s'est passée entre juin et peut-être la fin de l'été, septembre. En septembre, on était vraiment dans le fine-tuning, dans les micro-balancements et ces trucs-là, mais tout le reste du jeu avait été développé. Là. Et même le thème avait été trouvé à ce moment. Mais c'est ça. Ça dépend tellement du jeu. Je dirais, dans le type de jeu et aussi, ce qu'on a fait avant, par exemple, on va prendre des jeux comme chez Plan B, on a fait Azul et toutes ces collections-là. C'est des jeux qui demandaient à peu près ce même temps-là de développement à la réception jusqu'à la fin du développement. Et du coup, pour revenir quelque part à la timeline, vous avez reçu le jeu, vous avez fait ces premiers playtests qui vous ont permis d'affiner une mécanique et de vous dire ça y est, le jeu, on le tient, continuons. Comment à partir de là vous avez continué d'imaginer le travailler? Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes clés vis-à-vis d'un aspect mécanique? Est-ce qu'ensuite finalement le gros du travail a été lié au thème? Comment ça se passe ensuite? En fait, ensuite, dans les semaines suivantes, donc une fois cette mécanique-là discutée avec l'auteur,
On s'est donné un temps de travail ensemble. On s'est entendu sur un temps de travail. Puis ça a environ un mois, par exemple. Parce que là aussi, ça dépend du poids du jeu. Si c'est un gros jeu, on se donnerait plus de temps. Mais sur un jeu comme ça, mon évaluation, c'était en se laissant un mois et demi de travail. Je savais qu'on allait passer à travers tout ce qui pouvait potentiellement être développé et amener le jeu dans la direction où est-ce qu'on voulait l'amener. Je dirais, la deuxième chose, c'est au niveau, moi je voyais vraiment une opportunité au niveau de la mécanique des objectifs, des numéros avec les actions bonus que ça débloque. Donc ça, c'était vraiment au cœur du jeu. Et ce qu'on a fait, c'est de séparer les numéros, en fait, de garder les numéros sur les tuiles, mais d'enlever, il y avait un petit symbole qui était attaché à ce numéro-là. Donc, de juste garder le numéro, de le mettre sur un plateau de jeu indépendant, puis après ça, d'aller créer des nouveaux pouvoirs. Bon, encore là, le travail se fait toujours en binôme. Ce que j'ai fait, c'est une liste de pouvoirs. Je fais le premier draft, en fait. OK, on part de ces 4 actions bonus-là. J'en ai pitché genre une douzaine de plus. On les a essayés. L'auteur en a fait aussi de son côté. On les a toutes testées. Puis après ça, on a pris parmi les meilleurs. Et ça a mené à du travail par exemple, dans le jeu, certaines actions vont permettre de déplacer des bouteilles, comme je disais tout à l'heure. Donc, de faire du déplacement plus directement sur le plateau. Et d'autres actions sont, par exemple, piocher une tuile ou tout ça, où c'est des actions différentes. En fait, on les a séparées en 2 groupes. Les actions les actions bonus de déplacement, on les voulait comme assez présentes dans le jeu. Donc, on les a mis sur une couleur et les autres sur une autre couleur. Et en fait, lorsque tu y vas, parce qu'il y a ça aussi, le mode de jeu, c'est genre, après avoir joué le jeu de base, tu peux carrément piocher les actions bonus au hasard et t'en pioches 2 bleus, 2 rouges. Puis on les a aussi calibrés sur des numéros de 1 à 12. Et là, tu pioches 2 bleus, 2 rouges, dépendamment de ce que tu sors, tu vas les mettre en ordre croissant sur le plateau. La moins élevée, tu vas la mettre vis-à-vis le 4 et la plus élevée vis-à-vis le 7. Et il y en a une qui a carrément pas d'action bonus, qui est la numéro 3, qui te permet de mettre des bouteilles dans le jeu. Et ça aussi, ça a fait partie des discussions parce que dans la version originale, il y avait une action bonus qui était associée à ça. Mais c'était toujours la même. Et en fait, je trouvais ça intéressant justement d'avoir une qui était plus facile à réaliser, mais qui n'avait pas d'action bonus. La dernière chose après ça qu'on a travaillé, c'est les tuiles X. En fait, le marché, il y a eu différentes versions du marché. On est revenu à l'original. Si je me permets, les tuiles X, c'est le fameux malus quand on a fait le tour de la roue. Oui. Il y a eu différentes versions de ce plateau-là, mais on est revenu à peu près à quelque chose qui est l'original, mais la tuile X, on l'a retravaillée. Et celle-là, au début, c'était une tuile à 4 carrés comme les autres. Et avec justement 2 carrés qu'on couvrait, en fait, 2 carrés qui étaient noirs. Et tu avais moins l'aspect, en fait, même si c'est un peu la même chose, parce que tu couvres 2 carrés, mais tu en ajoutais 2 à une région à quelque part. Tu avais moins la sensation que tu allais recouvrir ou tu allais nuire à ton plateau. Et en ayant séparé ça, en faisant genre, OK, au lieu d'être une tuile normale, 4 avec 2 couleurs dessus et le X, puis l'autre chose qui a vraiment été un changement majeur, c'est que ces tuiles-là, tu les connaissais d'avance, tu savais ce que tu allais chercher, et en ayant caché l'information, ça fait que le risque, comme tu le connais pas, tu vas tout le temps t'attendre à ça va être terrible. Hein? Et ça, c'est vraiment, ça ajoute en tension. Dès qu'on a fait ça, ça a rajouté beaucoup en tension. Et une fois ces changements-là, donc ça fait partie du premier mois de travail, si tu veux, sur le jeu. On a convenu avec l'auteur, OK, la prochaine étape, c'est
moi, de mon côté, d'aller chercher, parce que moi, j'y croyais, d'aller chercher une signature du jeu. Et l'auteur, les deux, on était très satisfaits du travail et tout ça. Et de convenir à, oui, OK, s'il y a une signature, mais parfait, on continue le développement parce que c'est pas la version finale, c'est juste une version plus avancée parce que, OK, moi, je suis prêt à m'engager pour aller avec une signature. Et lui est aussi content de la version qu'on a. D'ailleurs, ce qu'il avait mentionné rendu là, c'est OK, si jamais vous le prenez pas, qu'est-ce qui arrive avec cette version-là? Est-ce que je peux garder cette version-là? La question. Ben oui, tout à fait. Ça fait partie de l'empreinte, en fait. Puis, bon, évidemment, après, on a signé le jeu et tout ça. Mais, ouais, c'est vraiment... dans ce cas-là, je dirais ce travail-là a été fait très, très rapidement. Puis, vraiment... Je te dirais, dans le cadre du travail, moi j'aime beaucoup travailler de cette façon-là où est-ce qu'on se fait des rencontres souvent, puis on vraiment, s'il y a un accrochage, ça permet de le savoir parce que ce qu'on veut pas, c'est que on s'en va dans une direction, l'auteur aime mieux aller dans une autre direction ou croit que, en fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde sur la direction dans laquelle on s'en va. Et ça prend vraiment, oui, ça prend beaucoup de rencontres pour ça. Et c'est un vrai partenariat. Exact. On avait donc Dolmar le Lutivoire qui nous demandait est-ce que vous avez compté le nombre de tests en tout qui ont été faits? J'ai dit des centaines, mais c'est non, j'ai pas compté le nombre de tests, mais c'est plus en fait l'auteur avait déjà testé beaucoup de son côté, puis tout le temps qu'on a continué le développement, il a testé beaucoup. Mais c'est ça, oui, c'est plus de centaines de tests. Avec différents groupes. D'accord. Nouveaux joueurs aussi, évidemment. Il y a une partie sur laquelle j'aimerais aussi qu'on puisse discuter, c'est quelque part toute la direction artistique. Plusieurs personnes dans le chat ont noté que la boîte était particulièrement jolie. C'est vrai que le matériel aussi est très, très satisfaisant. À quoi, alors tu l'as un peu déjà commencé à l'évoquer en parlant de population, oui. Mais à quoi ressemblait le jeu initialement? Comment il a évolué jusqu'à finalement cette ligne graphique-là et pourquoi? Est-ce qu'on peut un peu aborder ces questions-là? Oui. En fait, lorsqu'on est parti justement avec population, il y a deux choses qui ont mené à justement ce thème-là. C'est la pièce de jeu. Donc, la pièce de jeu, au début, c'était pas clair que ça allait être une pièce qui était nécessairement retournée. Donc, ce qu'il y avait, c'était... en fait, lorsque la pièce de jeu était posée sur l'objectif qui est complété, elle doit rester là et elle ne doit plus bouger jusqu'à la fin de la partie et toutes les autres peuvent être déplacées. Et clairement, dans le prototype, c'était pas évident de savoir laquelle. Il fallait se référer presque à ce qu'il y avait en dessous qui débordait un peu sur les côtés. Pour se souvenir que, OK, celle-là peut plus bouger et que toutes les autres peuvent bouger. Donc, il y avait ça qui était toujours, OK, comment est-ce qu'on pourrait travailler une pièce pour que clairement indiquer sur la pièce même que cette pièce-là peut bouger et les autres pas. Et aussi aller chercher un thème qui était plus coloré et chercher un thème, on est dans le jeu abstrait, donc c'est un thème, je reviens encore à Azul, mais c'est un peu le même genre de travail qu'on a fait sur Azul à justement aller chercher un thème qui est plus esthétique qu'un thème qui va justifier exactement toute la mécanique de jeu, parce qu'on n'est pas dans la justification de « Ah, OK, ici, tu as un personnage qui fait tel truc, et là, à tel endroit. » C'est ça, on est dans une thématique qui est plus abstraite. Et on fonctionne avec des mood boards, donc c'est un tableau blanc, si tu veux, avec plein d'idées. Ouais, on en voit un ici. Et au début, c'est un thème qui était quand même assez proche
du thème original, où est-ce que bon, un thème jardin avec d'espace. Là, j'ai utilisé Giverny pour représenter le thème jardin et donc on peut imaginer des fleurs, etc., etc. Par la suite, c'est chaque idée mène à une autre. Là, après, je pense que c'était plus genre des nuages de couleurs, mais sans aucune justification, etc. Donc, des zones de couleurs, etc. Après ça, ça nous a mené à des parfums. Je me suis dit, OK, peut-être les odeurs représentent mes nuages de couleurs. Et là, on peut représenter... et ça venait solutionner l'histoire des pièces. Du retournement, Parce que, ouais, exactement, là, j'imaginais des bouteilles de parfum que je vais retourner d'un côté à l'autre. Après ça, OK, j'ai laissé faire les bouteilles pour un moment, puis là, je me suis dit, OK, bon, il y a les spectacles aériens avec des nuages de couleurs que vont les avions vont faire des traînées de couleurs, etc. Je me suis dit, bon, OK, je mets ça dans le mood board aussi, qui m'a mené à des nébuleuses, OK. Encore, là, on n'a toujours pas les bouteilles, hein, puis là, j'avais toujours idée, OK, qu'est-ce que je fais pour les bouteilles? Toujours dans les nuages, il y a le festival de couleurs, je pense que c'est un festival indien, je me rappelle pas du nom, puis j'ai pas vu que j'avais mis le nom là-dessus, mais qui était... Et ça, c'est intéressant parce que ça m'a amené à le pigment. Puis le pigment m'a mené à ink. Donc, ça fait les bouteilles de parfum, les pigments de couleur. Ah oui, OK, ça pourrait être de l'encre. C'est dit Wally, on nous indique. Puis là, ça... Ouais. Et ça a mené à, justement, à ink. Et là, quand on a fait le travail après ça avec Sophie, qui est venue regarder le mood board, puis qui a regardé tout ça, a fait OK, on a le thème, c'est le dernier. Très rapidement, tu sais, ça a été tout de suite ah oui, parfait. Et les deux, je veux dire, c'est des thèmes les thèmes artistiques et tout ça, c'est des thèmes qui nous plaisent. Et c'est quelque chose qui est original dans le sens qui est pas surutilisé. Oui, on va avoir beaucoup de jeux sur la thématique de peinture, d'huile, etc. Mais encre, on n'avait pas vu ça. Puis on a fait ah ok bon. Mais... Ça y est, on l'a. Et alors là, du coup, on a vu comment vous avez vraiment eu la réflexion vis-à-vis de la partie direction artistique et de la thématique. Mais quelles ont finalement été vos sources d'inspiration pour le jeu? Est-ce que les inspirations étaient toujours liées à, on va dire, la dimension graphique du jeu, ou même en termes de mécanique? Qu'est-ce qui a mené à ce projet-là et qu'est-ce qui vous a guidé vers ce projet-là en termes d'inspiration? Dans quel sens exactement? Est-ce qu'il y a certains, pas forcément en termes de jeu, ça peut être d'autres jeux bien sûr, mais est-ce qu'il y a certaines œuvres par exemple qui vous ont inspiré pour ce jeu, notamment moi je pense à sa représentation graphique, mais... Ah, ok. Dans quel sens? En fait, la représentation graphique est arrivée très rapidement une fois le thème choisi. Parce que rapidement après le thème, je me suis mis à faire des recherches et tout ça. Puis ce qu'on voulait garder, c'était l'aspect zone de couleur. Donc parce que, par exemple, on aurait pu aussi prendre l'option un petit peu plus représentatif, représenter des formes à travers les couleurs. Et ça, en fait, on avait eu la discussion avec Chris, qui est illustrateur ici, Chris Williams, qui est illustrateur ici, puis dire on va aller cacher des formes dans les couleurs et tout ça. Puis on a fait quelques tests, puis c'était pas concluant. L'autre chose aussi, c'est en même temps parce que souvent quand on va travailler un jeu comme ça, c'est qu'est-ce que tu travailles avant? Est-ce que c'est la couverture? Puis oui, OK, le jeu va se vendre par sa couverture. Mais il faut aussi garder en tête que, puis ça, on l'a eu dans plein de projets avant, c'est que si, par exemple, tu te bloques à
trop travailler la couverture ou juste focuser sur la couverture au début et à, pas travailler, par exemple, là, c'est les tuiles. Là. Autant les tuiles sont simples, autant c'est un défi parce que c'était super important de garder l'espèce de séparation entre les carrés de couleurs pour que la lisibilité soit super bonne. Et là, je te montrerai des tuiles qui sont un peu basées sur la couverture de jeu que tu vois à l'écran. Tu vois, c'est complètement illisible parce que juste les séparations entre les 4 carrés de couleurs étaient un peu comme ça, suivaient un peu genre les traits de pinceau et tout ça. Et c'était impossible à lire. Puis ça, on s'en est imprimé quelques-unes, on jouait avec, puis on faisait oh non, c'est puis là on est retourné en arrière. En fait, on est revenu à une version qui était comme plus quadrillée comme ça. Et graduellement, on a rajouté du détail en mettant de la matière en arrière et en allant créer même les zones de couleur, il fallait faire en sorte que je dirais la différence entre le plus pâle et le plus foncé de la même zone soit pas trop accentuée. Parce que si le contraste était trop élevé, ça attirait trop l'attention et ça nuisait à la lisibilité du jeu. Donc, il y a toujours l'aspect lisibilité du jeu à garder. Puis ça, on travaillait la couverture en même temps qu'on travaillait les tuiles de cette façon-là. Donc, les deux vraiment étaient très liés. D'accord. Alors, pour finir vraiment sur la partie ink, quelque part, et avant de passer au premier tirage au sort, j'ai 2 dernières questions. On a déjà, je pense, pas mal évoqué certains points d'attention, mais on entre, on va dire, dans la petite partie, les conseils des pros. Pour ceux qui auraient déjà joué au jeu ou pour ceux qui vont très vite y jouer maintenant, quels sont les 2 conseils à donner? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, auquel il faut être vigilant pour bien démarrer sa partie déjà? En fait, moi je dirais, surtout en début de partie, ne pas tourner trop vite. Mais en même temps que je dis ça, je veux dire l'inverse. C'est de pas prendre une tuile après l'autre, oui. Etc. De vraiment regarder les options, d'essayer de pas faire un tour complet tout de suite à son premier tour et d'aller recouvrir des tuiles, des carrés inutilement de son plateau parce qu'on va réduire son plateau de jeu et on va se réduire des options, en fait. Donc ça, c'est super important. 2 autres trucs. Garder en tête ces 2 couleurs sur sa palette. Super important de travailler ces couleurs-là au début, de les préparer parce que c'est les bouteilles d'encre qui sont les plus difficiles à placer. Puis aussi, dans le choix de ce qu'on va aller placer, de regarder souvent des options à 2 couleurs qu'on peut connecter. Parce que... Tu veux dire les tuiles à choisir autour de la roue? Ouais, c'est que parfois, on va faire... puis là, ça va arriver plus tard dans la partie. J'ai absolument besoin de telle couleur, je vais aller la choisir et ça me dérangera pas qu'est-ce qui vient avec. Mais surtout en début de partie, c'est que comme on veut créer des zones assez grandes, s'il y a une tuile autour du plateau qui permet de connecter 2 couleurs à la fois, souvent je vais prioriser celle-là. Si en plus ça connecte 2 couleurs de ma palette, des couleurs de ma palette, c'est celle-là que je vais aller choisir. Je dirais, je vais avec un 4e conseil, mais là, ça sera le dernier. C'est vraiment essayer aussi de balancer les objectifs. Donc, les objectifs, c'est les numéros, pour rappel. Hein, et les points blancs, c'est ce qui permet de mettre des bouteilles. Donc, on peut avoir un beau plateau avec plein de cercles blancs, mais pas d'objectifs. On peut avoir un beau plateau avec plein d'objectifs, mais pas de cercle blanc. Donc, à chaque fois, on va mettre juste une bouteille. C'est un peu dommage. Et on peut avoir des grandes zones avec absolument rien dessus. Donc, on mettra pas de bouteille du tout. Donc, c'est vraiment de bien balancer ces zones avec ces éléments-là. Eh ben, merci du partage. J'essaierai de les garder en tête pour ma prochaine partie. On va pouvoir du coup lancer notre premier tirage au sort. Alors pour rappel, on va vous proposer 3 chances de gagner un exemplaire du jeu Ink en avant-première. Le jeu sort donc le 9 juin.
Là, on vous propose, nous, en fait, dès qu'on le reçoit, de vous l'envoyer. Donc, ce sera un peu avant, très probablement les tout premiers jours de juin. Alors, pour ça, comment faire? Il va falloir taper dans le chat la commande point d'exclamation Inc, tout accroché, sans majuscule. Tu me dis, c'est bon? On peut y aller. C'est parti. Donc alors, pour rappel, vous avez le règlement du jeu qui a été partagé normalement dans le chat par Maël. Il y a rien qui s'affiche. Il y a rien qui s'affiche. Il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça marche pas. Ça marchait tout à l'heure, là, ça marche plus. Bah, le tirage au sort est en route. Hein, mais, Ah, ok. Alors, le et tirage on au a sort pas- est bien on a en route, aucun- mais on n'a pas la roue on cette a- fois qui s'affiche. Nos excuses. on a- je sais pas. Mais la mécanique marche bien. Ils sont bien là. Alors là. Alors, je vois qu'il y avait des questions juste avant. Donc, je les note. On a Amy Board Gameflix qui nous dit: il y avait une table de Inc au festival de Montpellier ce week-end. Je l'ai vu de loin, mais pas pu y jouer. C'était pris d'assaut. Dommage, Ah mais oui. qui sait, tu vas peut-être le gagner du coup. Hop. Et on. Alors, peut-être juste avant, est-ce que c'est bon? Ouais. Attends. Hop. Alors, Super Camsoul, bravo. Tu es le premier à avoir remporté ce jeu. T'avais modifié un truc, tout qui s'est déconnecté. Est-ce qu'on en relance un du coup? On va, Là, on va tirer un. J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un seul qui a été sélectionné. Et hop. C'est bon, il y a les deux, il y a les trois. Ah, il y a les trois? Ouais. Alors, c'est lequel des Super deux autres? Samsung, Dolmor le Ludivore et Gobenta. Alors, Super Samsoul, Dolmor le Ludivore et Gobenta. Bravo à vous trois. Et du coup, je reviens sur simplement une précédente question. Est-ce qu'une adaptation digitale est prévue? Oui, on travaille sur une version BGA. Haha. En fait, je suis en période de playtest avec BGA pour cette version-là qui va sortir à peu près en même temps que le jeu. On est aligné sur fin mai, début juin pour cette version-là. Ce sera une bonne façon de tester aussi. Il y aura un nouveau tirage au sort à la fin du coup de la partie qui va suivre, qui sera un peu plus courte. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez encore essayer de gagner le jeu. Ce que j'aimerais qu'on aborde du coup maintenant, c'est la partie Studio Final Score. De quoi s'agit-il? Et puis un peu ce qu'on a intitulé vie de développeur. Du coup, Martin, comme le studio est récent, est-ce que tu peux nous parler de Final Score? Oui. Donc, Final Score, en fait, le studio a été fondé, je dirais, il y a un an. Un petit peu plus qu'un an. On a commencé à travailler. En fait, on est tous des anciens de Plan B. Anciennement, Philosophia aussi avant. Donc, c'est plusieurs projets les uns à ceux des autres. Dans ce projet-là, en fait, l'objectif, c'est de faire moins de jeux. On est une plus petite équipe aussi. C'est ce qui veut dire une sélection qui est comme plus serrée des jeux qu'on va faire. Et en fait, on veut se faire plaisir sur les jeux qu'on sélectionne. On est tous des personnes qui connaissent, qui ont travaillé longtemps ensemble. Ce qui permet de aussi, je dirais, accélérer le travail. Hein. Donc, c'est une façon de, je sais pas, on sait, on sait où est-ce que qu'est-ce que les autres peuvent faire et ouais, ouais. Donc, c'est très facile. Le fait de bien se connaître, c'est très facile de travailler ensemble de cette façon-là.
Au niveau de la sélection des jeux, ce qu'on cherche, c'est du jeu plutôt dans le gateway game. Exactement ce qu'on a fait avec Inc, mais je dirais aussi jeu Gateway, mais Gateway Plus. Donc, Alors, c'est du qu'est-ce que jeu. tu entends par là? Parce que je suis pas sûre que tout le monde ait le... Jeu, c'est du jeu, c'est des, par exemple, t'as un bel exemple en arrière de toi, comme Splendor, Catan, c'est tous des jeux d'intro. Pas nécessairement juste d'intro, mais c'est des premiers jeux qu'on va jouer. C'est des jeux qu'on peut accessibles à tous. Accessible à tous, qu'on peut jouer avec des néophytes, avec des joueurs confirmés. Vraiment, c'est le jeu qui fait le pont entre joueurs confirmés et néophytes. C'est du jeu qui va chercher du très grand public. C'est pour ça que les mécaniques de jeu doivent être très accessibles, hein. Puis après ça, mais très satisfaisantes pour du joueur confirmé. En fait, ici, je dirais, on coche toute la case joueur confirmé. Et ce qu'on essaie de faire avec des projets comme ça, c'est pousser le projet pour que il y ait encore plus dans le joueur confirmé. C'est que, par exemple, moi, ça fait, comme je disais tantôt, j'ai testé peut-être des centaines de fois. Je découvre encore avec des combinaisons d'actions bonus, un plateau d'actions bonus qui va être un peu différent que j'aurais pas joué souvent. Là, ça devient un challenge de OK, comment est-ce que je vais réussir à jouer avec de cette façon-là. Donc, le jeu il est très satisfaisant à ce niveau-là. Donc, ce qu'on cherche pour n'importe quel autre projet dans le plan Final Score, c'est exactement ça. C'est que le jeu il est très, très facile d'accès au début et on peut le pousser à son extrême où est-ce que, OK, tu vas avoir le goût de rejouer. D'accord. Je regarde, on nous demande, est-ce que vous avez des styles de jeu précis en tête ou vous êtes ouvert à tout type de prototype, au-delà de déjà ce critère d'accessibilité que tu nous as donné? Je dirais, non, il n'y a pas de style de jeu en particulier. On se bloque pas oui, OK, jeu d'ambiance, de party, tout ça, c'est des jeux, en fait, c'est du jeu de stratégie. En partant, c'est du jeu de stratégie. C'est pas du jeu pour enfants aussi. Tu sais, je peux y aller par la négative et te dire ce que c'est pas. C'est pas... donc, si je vais par des grandes catégories, ça va être ça. Donc, ça sera plutôt du jeu de stratégie. Y a pas, on se bloque pas de thème. Puis, on est assez ouvert sur, comme je disais tout à l'heure, la limite la plus accessible à la limite la plus forte. Mais c'est sûr que si j'y vais dans du jeu très, très joueur, gamer, qui va durer, par exemple, 2 heures de jeu avec une table super remplie de matériel, ça non plus, là. Par exemple, Great Western Trail, qu'on faisait sous plan B, ça rentre pas dans notre catégorie parce qu'on est déjà on a excédé. Pas que c'est un excellent jeu, mais on excède un peu ce qu'on cherche actuellement. Tu veux dire en termes oui. D'accessibilité, justement. En termes d'accessibilité, de durée. D'accord. Et on est plus sur de la durée qui va être autour d'1 heure environ, 1 heure de jeu. Et alors, du coup, une question qui à la fois s'applique à... je ne sais pas comment si je la réduis à Final Score ou si je l'ouvre dans ton expérience au sens large en tant que game développeur et du coup de passionné de cet univers-là depuis maintenant un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui fait, selon toi, selon vous, la recette d'un bon jeu de société? Je pense que la recette d'un bon jeu de société, c'est en partie... puis ça, je veux dire, ça change tellement avec le temps. Puis ça, c'est la mienne. Il va en avoir. Chaque joueur a sa propre recette, je dirais. Je pense que la rejouabilité aujourd'hui est quelque chose qui est quand même assez clé.
Je pense que l'engagement aussi, moi je l'ai vu par exemple dans des playtests anciennement, où est-ce que puis n'importe quand où est-ce qu'on va faire des playtests, où est-ce qu'on sent que l'intérêt diminue en cours de partie, c'est très mauvais signe. L'intérêt devrait augmenter en cours de partie, donc la tension. Si la tension, OK, ça part tranquillement. Après ça, tu as une espèce de montée en tension. Puis après ça, le jeu est fini sur une espèce de crescendo. C'est toujours bon signe. Tantôt, ben, je reviens à Inc. encore, mais je pourrais aller piger dans les jeux qu'on a fait avant, puis j'aurais aussi des exemples. Mais où est-ce que, quand en fin de partie, puis OK, ça va me permettre de parler de la fin de partie aussi de Inc., c'est que comme c'est lié à un nombre de bouteilles qu'on va placer. Lorsqu'on arrive en fin de partie, un joueur peut faire un retour in extremis et arriver et placer des bouteilles. Dans le jeu, on a un stock de bouteilles noires qui sont de l'excédent de bouteilles. Et si jamais tu arrives à placer plus de bouteilles que les bouteilles de ton stock, tu vas aller piger dans le stock de bouteilles noires. C'est-à-dire, tu as réussi à placer 4 bouteilles supplémentaires, ça devient difficile pour les autres joueurs de réussir à battre ton score, entre guillemets, et aller placer autant de bouteilles que toi. Une autre chose qu'on n'a pas parlé, c'est que bon, le jeu s'arrête quand on fait un tour complet. Donc, par exemple, tes premiers joueurs, tu as réussi à placer plus 4 bouteilles. Moi, je dois placer au moins autant de bouteilles que toi ou te dépasser. Ce qui est très cool dans le jeu, lorsque ça arrive, c'est que lorsque au moins 2 joueurs ont le même nombre de bouteilles, par exemple, tu as placé plus 4 bouteilles, j'arrive à plus 4 bouteilles aussi, il n'y a pas de tiebreaker dans le jeu. Oui. C'est que les joueurs à égalité vont jouer tant et aussi longtemps que un joueur va se démarquer, en fait, va placer plus de bouteilles que l'autre. Et là, on peut aller sur un tour supplémentaire, 2 tours supplémentaires comme ça, jusqu'à ce que un joueur ait finalement plus de bouteilles sur son plateau. Et ça, justement, c'est cette espèce de montée comme ça en tension et arriver à une espèce de crescendo à la fin comme ça, c'est ce qui fait que tu arrives à OK, on joue une prochaine partie ou que le lendemain, tu vas ressortir le même jeu. Et ça, c'est des jeux, je pense que les jeux comme ça qu'on peut sortir de ces tablettes, parce que tout le monde qui a une collection de jeux, on a plein de jeux pour différentes occasions, mais souvent le jeu qu'on va sortir, souvent, c'est un jeu que, on a le goût de rejouer parce que aller juste enseigner un jeu pour d'autres personnes, on va prendre un jeu que ça nous fait plaisir aussi en même temps. De se rappeler de la règle de jeu, donc d'avoir une règle qui est quand même assez simple, intuitive. Ça, c'est vraiment une force aussi dans les jeux. Puis, c'est ça. Je pense que ça touche un peu à ces aspects-là. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeux cochent ces cases-là dans le sens, au niveau de la durée, ça va être des jeux qui sont pas très longs, très denses. Puis, c'est une expérience comme ça de genre stratégie, montée en puissance, etc. Ouais. Je pense que c'est des jeux qui font qu'ils reviennent sur la table très souvent. Et du coup, c'est intéressant comme tu parles beaucoup de, finalement, aujourd'hui, ce qui fonctionne. Est-ce que vous percevez un changement entre tes premières expériences ludiques et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui, à l'époque, étaient peut-être des choix un peu déterminants, qui aujourd'hui le sont moins ou sont autres? Parce que le monde du jeu évolue aussi chaque année. Donc, Oui. Ben, en fait, souvent, on va le voir avec d'anciens classiques qu'on va jouer, qui vont peut-être beaucoup de mécaniques. Les mécaniques sont peut-être moins intuitives. Le jeu est souvent un peu long. Autant, je vais prendre l'exemple du cinéma. Autant le cinéma a changé sur certains aspects où est-ce que on va regarder des vieux films. Où est-ce que des scènes, tu dis, OK, la scène est peut-être un peu longue, mais c'est le cinéma de l'époque. Dans les jeux, on a ça aussi, où est-ce que, OK, l'expérience de jeu était un peu longue pour ce que c'est un très bon jeu stratégique, etc., mais il dure 1h30 ou 2 heures.
Aujourd'hui, on est capable d'avoir la même expérience avec un jeu plus court. Donc, je pense que cet aspect-là a beaucoup changé. Un autre qui est très visible aussi, c'est juste la qualité graphique. La qualité graphique aujourd'hui, si on la compare à une quinzaine d'années, si on n'est plus, on est plus au même endroit du tout là. En plus, les univers maintenant, on est dans plein d'univers complètement différents et ouais, c'est beaucoup plus ouvert que c'était à l'époque. Ça, c'est vraiment aussi super intéressant. Et est-ce que tu as une idée de ce que seront les expériences ludiques de demain? Est-ce que pour toi, il y a des lignes qui apparaissent? C'est très difficile à prédire parce que c'est sûr que on va être tenté de dire OK, ça va aller dans le même sens que ça va aujourd'hui avec justement des expériences qui sont plus courtes comme ça. Moi, ce que j'aime observer aujourd'hui, c'est que lorsque, par exemple, je sais pas, on parle avec il y a les anciens là, comme nous, ils ont commencé à jouer. Je parle comme nous, le studio ici, là, tout dans le même tranche d'âge. Où est-ce qu'on a tous commencé à jouer à peu près à la même époque avec les classiques allemands de la fin des années 90, puis début 2000, etc. Puis maintenant, ce qui est cool, c'est de voir les jeunes qui arrivent avec des expériences d'expériences de jeux vidéo, mais qui touchent aussi aux jeux de société à travers, qui ont joué sur différentes plateformes. Puis là, ils font « Ah oui, je connais ça, je connais Carcassonne, je connais Catan, j'y ai joué, etc., etc. » Oui, je pense que quand même, ces expériences-là de justement plus condensées, ça va être une tendance qui va rester. Mais après ça, d'essayer de prédire, OK, ça va être quoi parce que à chaque époque, il y a un jeu qui va qui va aller justement avoir une espèce d'effet d'entraînement sur une nouvelle vague de jeux de société, un peu comme Magic à l'époque, ou qui a entraîné le marché dans une direction. Ça, c'est très, très difficile de le prédire, je trouve. C'est clair pour moi. Je repasse mes questions sur cette partie-là, mais je pense qu'on en a fait l'essentiel. Du coup, moi, j'avais une dernière question pour toi avant de passer à l'autre tirage au sort. Mais je voudrais vérifier qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat avant. Je n'en vois pas. Donc simplement, pour vous en tout cas, quel autre projet pour la suite? Est-ce qu'il y a une nouvelle expérience ludique qui est en préparation? Est-ce qu'il y a des thématiques particulières ou des mécaniques que vous aimeriez travailler à l'avenir? Enfin voilà, qu'est-ce qui se dessine? En fait, au niveau des mécaniques particulières, est-ce qu'on cherche quelque chose? Non, on cherche à être surpris, en fait. C'est toujours ça qu'on va chercher dans des prototypes qui nous sont présentés. Puis, on cherche à être surpris, puis on cherche comme je disais tantôt, les relations avec auteurs, tout ce travail-là. N'importe quel auteur qui nous propose un projet, par exemple. Nous, en fait, ce qu'on propose, c'est le projet de travailler avec nous. Donc, c'est le projet d'accompagnement, puis de projet essayer de communiquer la vision la plus claire possible pour ce jeu-là qui est proposé. Donc, ce travail-là, en fait, ça va faire partie de l'histoire de Final Score. Ça va être le fil de l'histoire. C'est vraiment cette façon-là de travailler. On veut vraiment que ça devienne un peu notre façon à nous, puis que ça soit clair parmi les auteurs et tout ça. Et pour la suite, c'est sûr qu'on a actuellement, on est en train de travailler sur un autre jeu qui est un jeu 2 joueurs qu'on a depuis un petit moment, puis qui est le prochain à être publié, qui est aussi, il y a une mécanique originale. Vraiment, ce jeu-là,
C'est un jeu qu'on a depuis un petit bout. On l'avait laissé un petit peu de côté pour travailler Inc. Et là, on est en train de revenir sur un développement final. Très bien, donc affaire à suivre. Le prochain jeu de joueurs du studio. Mais 2 joueurs, c'est ça. En fait, ce qu'on veut faire, c'est proposer toujours un jeu 2 à 4, donc un jeu multijoueur et un jeu de joueurs. D'accord. On nous pose la question, Ariana22 nous demande comment vous envoyez un prototype. Est-ce qu'il y a une adresse? Comment ça se passe? Oui, mon adresse, donc c'est très facile, c'est martin@planbgames.com. Donc, je reçois les propositions à cette adresse. Toujours à l'adresse plan B? Excuse-moi. J'ai eu un doute. Pas du tout. Hey, Mauvaise adresse, on recommence. J'ai tellement utilisé longtemps que de temps en temps, oui, tu as bien fait de le corriger. Donc, c'est martin@finalscoregames.com. Donc, c'est bien à cette adresse d'envoyer les projets. Eh ben, nickel. Merci, du coup. Il semblerait que ça en ait inspiré certains, donc tu vas peut-être recevoir, du coup, d'autres... Oui, et lorsque je reçois des propositions, souvent le premier message, ça peut être ce que j'aime recevoir, c'est un peu un pitch de qu'est-ce qui fait l'originalité du jeu, parce que souvent de recevoir juste la règle, il faut un peu Bien sûr. débroussailler puis aller chercher, oui, il y a peut-être ce point-là qui est intéressant. Donc, du moment que l'auteur vient avec ce qui fait l'originalité, ça permet de focusser sur ce qui est l'originalité du jeu. Et après, moi, je peux arriver avec une série de questions pour aller creuser un peu sur est-ce que ça, c'est vraiment une originalité, ou est-ce que nous, ça nous tente d'aller fouiller un peu de ce côté-là. Mais donc, si je récapitule, il te faut la règle, quelque part un pitch, quelque chose qui marque ce qui distingue le jeu. Des photos aussi. Ouais, des photos aussi, ça aide. Certains auteurs vont pitcher avec une vidéo, ce qui est très bien. Ça peut être une vidéo prise soi-même avec son téléphone. C'est déjà très bien. Déjà une très bonne façon. Il n'y a pas de montage ou quoi que ce soit qui est nécessaire. Donc, c'est comme si on se parlait, en fait. Très bien. Super Samsoul qui nous demande le jeu est de quelle difficulté? Alors, je suppose que tu fais référence au jeu Inc. Plutôt initié ou quand même grand public? Grand public, mais ce que je dirais, c'est que vraiment, il fait le lien entre grand public et initié, dans le sens, OK, le joueur, l'initié, va voir le petit board d'action bonus. Il va faire, OK, ouais, si je fais ça, je vais aller faire ça après. OK, parfait, il prépare ses tours et oui, c'est très, très, très satisfaisant à ce niveau-là. Là. Donc, mais aussi, c'est le jeu qu'on peut sortir tout public après un dîner, par exemple. Super simple à sortir après un dîner. On arrive sur la fin de cette émission, alors si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on va passer au dernier tirage au sort également. Donc n'hésitez pas. Pour le tirage au sort, ce sera à nouveau point d'exclamation Inc, I-N-K. Pour rappel, vous avez quelque part sur le chat le règlement. On est sur une transmission du jeu vers tout début juin, sachant qu'il sera officiellement sorti le 9. Attendez, ça n'a pas encore... Tu me dis, Maël, quand c'est lancé? C'est bon, c'est lancé, vous pouvez y aller. Non, c'est pas bon. Pardon, excusez-moi, il m'a dit c'est bon, je suis prêt. Pardon. On attend le go officiel. C'est bon. Ça y est, cette fois c'est bon. Et puis il y a deux... Cette fois c'est bon. Peut-on se réinscrire pour le tirage au sort? Il me semble que tu fais partie de ceux qui l'ont gagné, alors dans ces cas-là, laisse un peu la possibilité aux autres. Pour ceux, évidemment, par contre, qui ne l'ont pas eu la première fois, n'hésitez pas, surtout.
Hop, donc je vérifie. J'ai vu passer une question, mais elle a été tout de suite noyée par les participations du tirage au sort. Oui, donc Demi Board Game Flix, j'ai une question pour les ressources presse, visuelles, etc. On écrit à Martin ou à Asmodée? J'anticipe la création des fiches de jeu. Service de presse, c'est à Asmodée France. Donc, j'imagine que la question vient de France. Oui, en fait. Service de presse pour la France, donc c'est Asmodée France. Ouais. Si c'est côté presse, oui. Si c'est lié à l'envoi du prototype en lui-même, Martin. Oui, exact. En fait, ça dépend de ce qu'il vous faut. Donc non, pour avoir les visuels, notamment du jeu Inc., là, effectivement, passer par Asmodée directement. Je pensais que c'était par rapport à la question du prototype de tout à l'heure. Ah, la roue est revenue. Amy Borgenflix. Eh ben, Amy Borgenflix, justement, tandis que nous discutions, tu as gagné un jeu. On a également, j'ai vu passer le deuxième, Didi Copy 84, Cody. Bravo également. Et enfin, le troisième, c'est en cours. Flozinette. Et ben bravo à tous ceux qui ont remporté du coup le jeu. On vous l'envoie dès que possible du coup. On arrive à la fin du coup de cette émission. Est-ce que s'il y a une dernière question, c'est le moment. Sinon, oui, il faut bien nous envoyer un MP exactement pour qu'on puisse vous contacter et vous envoyer le jeu. Ce qu'on peut peut-être simplement vous dire, déjà, un grand merci à tous ceux qui ont été avec nous dans le cadre de cette émission. Un grand merci tout particulier à toi, Martin, déjà pour le temps que tu nous as accordé, pour ce réveil très matinal, puisque nous, on fait ça confortablement sur notre horaire de midi, mais pour toi, c'était pas tout à fait la même. Ça rallonge la journée. Ça rallonge la journée. Donc, un très, très grand merci. Et puis voilà, on espère que ça vous a plu, on espère que ce format peut-être un tout petit peu en termes de qualité de l'image, un peu moins qualitative que d'habitude, aura quand même été tout aussi riche pour le coup en qualité de contenu, parce que c'était vraiment l'opportunité pour nous de pouvoir creuser ces différents aspects qu'on peut connaître seulement de loin. De vous présenter un Inc qui est vraiment un super jeu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à le tester lors de toutes les parties qu'on a fait, à travailler cette émission ensemble, Martin, pour vraiment aller dans les coulisses de qu'est-ce que ça représente de développer un jeu de société. Et puis oui, bien sûr, il y aura un replay. Donc, que ce soit sur la chaîne Twitch d'Asmodée France ou sur notre chaîne YouTube. Et puis, simplement, pour vous en dire plus, on aura une prochaine émission en mai. Tout porte à croire que ce sera le 21 mai. Donc, vous pouvez déjà bloquer votre date sur les agendas. Et donc, ce sera là encore pour une découverte en avant-première d'un nouveau jeu de société. Mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Oui, Philibert, absolument. On pourra vous partager très bientôt une bande-annonce. Donc voilà, on espère que vous serez nombreux là encore à nous suivre pour cette émission-là. Eh bien, je ne vois plus de questions. Donc encore un très grand merci à tous. Et au plaisir du coup d'un prochain contenu. Au plaisir, Martin, également, qui sait, de la prochaine présentation d'un jeu. Eh oui, peut-être sur place cette fois-là. Ce sera encore plus sympa. Mais bon, ceci dit, ton cadre était chouette quand même. J'ai vu pendant la conversation, il y avait des écureuils qui passaient derrière toi. C'est quand même très, très charmant. Oui, en fait, ça, c'est le bureau. C'est une genre de solarium où est-ce que je suis assis, et c'est comme ça, là. On voit les écureuils, les oiseaux. C'est cadre très champêtre. Et au plaisir, du coup.
Merci encore. Bonne journée à tous. Merci à tous. À bientôt.